Bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance, parce que là, on va parler des tendances en matière d'entraînement. On ne va pas tous les aborder, on a sélectionné 4 pour vous. Premièrement, on va avoir l'entraînement à jeun. Et pourquoi un peu c'est mis de l'avant? Pour l'instant, on va avoir les booty bands, on va avoir les ceintures de sudation et la confusion musculaire. Comment c'est important de le rendre, de le surprendre. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc là, il faut savoir de où ça vient, ces tendances-là. Je pense qu'il y a 3 points super importants que j'aimerais aborder. Numéro 1, on s'entend que c'est les influenceurs. Puis c'est aussi l'idée de se dire, bon, ben, si quelqu'un a ces résultats-là, puis a tendance à prôner une certaine méthode, ben, ça doit être bon. Puis ça, c'est surtout, je pense, on va revenir un petit peu sur les booty bands, mais je pense que c'est elle qui me fait plus penser à ça. C'est que des gens qui font des exercices d'élastique pour avoir un fessier énorme. Mais clairement, ces gens-là n'ont pas utilisé cette technique-là pour avoir ce fessier énorme-là, mais c'est ce qu'ils promotent dans des vidéos. Fait que je me dis, moi, si j'ai envie d'avoir des grosses fesses, elle le fait comme ça, je vais faire ça comme ça. Fait que tu sais, les réseaux sociaux. Numéro 2, phénomène très courant, je pense, sur les réseaux sociaux actuellement, c'est les gens lisent les conclusions d'études sans nécessairement comprendre qu'est-ce que ça implique, ces conclusions d'études-là. Ça arrive souvent, puis normalement, lorsqu'on lit une étude au complet, en dehors de juste la conclusion, on a toujours un contexte. On a des sujets d'études, on a des paramètres qui ont été étudiés parce que c'est très ciblé, les études. C'est très spécifique, comme par exemple 12 participants, 12 femmes qui faisaient X pendant X temps. Donc, souvent, c'est difficile d'avoir une réponse parfaite. Il faut avoir plusieurs études pour avoir une réponse qui est plutôt complète. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens lisent la conclusion, comme tu dis, puis ils vont extrapoler ça, puis généraliser ça là, à vraiment toute la population, n'importe quel contexte, un peu pour leur image ou leurs intérêts, d'une certaine manière. Exemple, très bon exemple là-dessus, moi, ça me fait penser aussi à l'étude sur les édulcorants. Puis, tu sais, qu'il y a eu. Puis, je veux dire, ils ont fait une étude sur les édulcorants pour, à la fin, que la conclusion de l'étude soit les édulcorants donnent le cancer, right? Mais si tu regardes comment l'étude a été faite concrètement, c'est que ça a été fait sur des rats, puis ça a été fait avec, je pense, 8 à 10 fois la dose. 19 fois. 19 fois la dose, c'est encore pire. Donc, 19 fois la dose sur un organisme qui est comme 100 fois plus petit que nous, puis après, ils sont comme, ben, ça leur a donné le cancer. Fait que là, les gens extrapolent ça puis font comme ah, ben les édulcorants donnent le cancer automatiquement. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'applique dans la vie, malheureusement. Oui. Puis parfois aussi, on a dans les études, on a aussi des études de cas, fait que de quelques cas ou un cas isolé. Puis là, petit spoiler pour la créatine, mais la créatine, le problème associé, dans le fond, que la créatine, ça crée des problèmes de reins. On ne sait pas exactement d'où ça vient, puis la seule chose qu'on a, c'est une étude de cas en 1988. Là. Ouais. Fait que c'est un peu des choses comme ça qui fait que là, ben, on a une mauvaise interprétation, on s'attribue l'information puis on s'y attache et là, on la propage et là, ça fait qu'on a beaucoup de désinformations qui circulent en ligne. Ce qui nous amène justement au point 3, c'est l'expérience personnelle. C'est qu'il y a beaucoup de ben si ça a fonctionné pour moi, ben c'est comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, mettons, une certaine méthode a fonctionné. Fait que clairement, ça fonctionne pour tout le monde, puis c'est la chose à faire. Fait que là, ils vont faire du bouche à oreille sur cette méthode-là, puis là, la méthode va se propager alors que ça devrait peut-être pas être une méthode qui se propage. En bref, si on va vraiment on commence en fait dans un de nos 4 points, on va parler de l'entraînement à jeun. Puis ça, c'est super intéressant. On a quand même une bonne nuance là. Les gens en temps normal, ben en fait, pourquoi est-ce qu'on fait de l'entraînement à jeun? Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'on devrait faire de l'entraînement à jeun? Bien, l'objectif principal de l'entraînement à jeun, c'est qu'on veut perdre du gras. Déjà en partant. Souvent, c'est ça. Et ouais. ce qu'on remarquait dans les études à jeun, c'est que lorsqu'on entreprend de l'activité physique ou de l'entraînement dans une situation où est-ce qu'on n'a pas mangé, bien, notre corps va avoir tendance à oxyder davantage d'acides gras, fait que de lipides, comme source d'énergie pour faire notre effort, pour faire notre contraction. Par contre, même si on utilise ça en substrat, qui est énergétique là, pour faire nos efforts, ça ne veut pas dire que ça a un impact significatif sur la perte de gras. On sait juste que durant cet effort-là, on va utiliser davantage d'acides gras que de glucides.
La logique est telle que, tu sais, en temps normal, on a tendance à utiliser beaucoup les glucides en circulation. Mais si, mettons, on est à jeun, il y en a beaucoup moins en circulation. Donc, ton corps est comme, je dois utiliser autre chose si je veux le forcer, right? Lui, il veut que tu déploies de l'énergie, mais s'il n'envoie pas beaucoup dans ta circulation, ben, il va aller trouver autre chose. Puis, justement, dû à ça, il y a beaucoup d'études qui démontrent, en fait, que concrètement, si tu prends un groupe témoin puis un groupe qui a mangé, sur le long terme, il n'y a aucune différence significative au niveau de la composition corporelle du gras. Donc, oui, encore une fois, oui, sur l'étude, ça va dire ça, mais concrètement, dans la vie, est-ce que ça s'applique vraiment? Pas réellement. Ce qui nous amène au deuxième point qu'on disait tantôt, c'est que c'est une mauvaise interprétation d'une étude. C'est une bonne interprétation, mais concrètement, est-ce que ça s'applique à la vie? Pas tout le temps, t'sais. Puis ce qu'il faut savoir, c'est se poser la question, c'est est-ce que ça a un impact post-journée aussi, parce que ce qu'ils ont remarqué, c'est que durant la journée, les personnes qui vont avoir utilisé des acides gras vont utiliser pour le reste de la journée davantage de glucides versus l'inverse, la personne n'était pas à jeun. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas faire utiliser une étude super spécifique puis l'appliquer à tout le monde. Quand il y a un groupe, dans le fond, un groupe testé puis un groupe contrôle, ben là, on voit vraiment qu'il n'y a pas de différence entre les deux. La chose qui revient le plus souvent, c'est je n'ai pas faim le matin, j'ai pas envie d'avoir mal au ventre pendant mon entraînement. Fait que la majorité des gens, je pense, s'entraînent à jeun pour ça, puis c'est super correct. D'un autre côté, moi, ce que je dirais, c'est pas de problème, mange un fruit. Comme ça, tu vas avoir des glucides rapides à disposition pour ton entraînement, tu ne seras pas à jeun. Mais mettons que tu ne veux pas faire ça, fine, tu peux t'entraîner à jeun, puis c'est super correct. Sauf que si, mettons, tu manges ton fruit, tu vas t'entraîner, puis après, tu peux manger ton déjeuner complet, bien, déjà là, ça ferait une super bonne routine. Exact. D'un autre côté, pourquoi aussi on le conseillerait, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes d'endurance. Puis là, on parle de ultra-endurance, de la grosse performance, qui s'entraînent à jeun parce que ça permet à leur corps de plus utiliser leurs lipides lors de l'effort. Donc, pour eux, c'est utile parce que les glucides, c'est limité, puis ils vont avoir des lipides à utiliser sur des longues distances. Fait que pour eux, c'est des entraînements qui peuvent valoir la peine de s'entraîner à jeun. Mais d'un autre côté, là, si on change vraiment vers pourquoi on ne le conseillerait pas, c'est que la réalité derrière ça, c'est qu'il faut que tu penses que, mettons, si tu es en musculation ou même si tu veux pas de la performance au niveau de la course, l'important, c'est que tu aies des nutriments. Si tu as des nutriments en circulation, évidemment, tu as de l'énergie. Si tu as de l'énergie, tu peux déployer plus de force, tu peux déployer une meilleure performance, tu peux aussi brûler plus de calories à ton entraînement parce que tu as plus d'énergie pour le faire. Puis ça, je pense que c'est des choses que les gens oublient. Exactement, c'est que ça a l'intérêt, dans le fond, d'avoir des glucides, mettons, comme tu dis, avoir peut-être un fruit ou un jus, c'est de pouvoir développer une force et avoir une capacité maximale. On ne voudrait pas que le fait de ne pas avoir mangé soit un facteur limitant à ton intensité à l'entraînement qui pourrait en découler, c'est qu'on ait moins de gains au niveau de la masse musculaire, une moins grande production de la force, une moins grande motivation à l'entraînement. Bref, il pourrait y avoir plein de choses qui pourraient impacter l'entraînement. Fait que c'est beaucoup une question, en fait, d'optimisation, puis de regarder qu'est-ce qui est le plus important pour vous, de votre côté. Mais si l'important, c'est plus le gain en masse musculaire, bien, si on voudrait être optimal, bien là, on proposerait un entraînement qui est idéalement pas à jeun. Puis dans des deux extrêmes, c'est pas mieux non plus. Hein? Si tu manges un énorme repas, fait que, mettons, tu vas au Allô mon coco avant d'aller au gym, clairement, tu n'auras pas d'énergie parce que toute l'énergie va être consacrée à ta digestion, puis tu vas être fatigué. Fait que c'est un genre d'entre-deux qu'il faut. C'est manger un petit peu, puis au pire, manger après. Là, si tu sens que tu as juste une heure avant ton entraînement, c'est super correct aussi de manger un petit peu. Là, je veux qu'on parle un petit peu de notre point numéro 2 qui est honnêtement plus facile à développer dans la mesure où comme ouais, pas tant d'accord, tu sais. Mais reste qu'on va quand même donner les points les plus nuancés. Mais si on parle des booty bands, puis là, honnêtement, je vais être 100% honnête, je sais pas d'où ça vient, mais je pense que ça vient des réseaux sociaux. Oui, beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je l'ai mentionné un petit peu, mais c'est genre des bandes élastiques refermées là, en rond que tu peux mettre autour de tes jambes puis qui servent à certains exercices pour, en fait, les fessiers dans ce contexte-là. Puis la réalité, c'est qu'il faut revenir au fondement de la chose. Si on veut développer nos fesses, okay? On veut développer nos fesses, fait qu'on veut augmenter la masse musculaire au niveau de nos fesses. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une surcharge progressive, on a besoin de toujours donner plus d'intensité, toujours une charge plus lourde à notre muscle pour lui prouver que, qu'il y a une raison de s'adapter puis de grossir. Ça va de soi. La réalité avec les booty bands, c'est que c'est tout le temps des charges très basses. Puis, est-ce que concrètement, tu peux développer de la masse avec ça? Oui. Au début, oui, tu peux. Sauf que les gens qui promotent cet exercice-là n'ont jamais genre un peu de développement au niveau du fessier. C'est toujours
exagérément. Fait que là, toi, tu te dis, ah, je veux des fesses, fait que je vais prendre ça, puis je vais le faire, puis je vais avoir les mêmes fesses que cette personne-là, mais pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est ça le problème là-dedans. Puis je vais revenir sur un point, tu dis que ça peut, sur le point que tu as dit que c'était souvent des charges qui sont légères, mais en réalité, ça peut être très intense en élastique parce que plus l'élastique va être étiré, plus ça va créer de la résistance. Mais la problématique qu'on a, c'est que quand on fait une contraction qui est concentrique, ben, fait que ton muscle se raccourcit, pardon, là, on va vouloir produire une force qui est extrême, parfois beaucoup plus que la capacité de notre muscle, fait qu'on a une amplitude de mouvement qui est réduite pour ça, par exemple. Et par la suite, dans la phase excentrique, qui est une phase qui est vraiment essentielle au niveau du développement musculaire, ben, on a très peu de tension parce que ben, l'élastique reprend sa forme normale. Fait qu'on a tout le temps les deux extrêmes que, wow, OK, ben, la charge, l'élastique est trop léger ou est abusément trop large quand tu vas aller dans toute ton amplitude du mouvement. Donc, ça, c'est une problématique qu'on a et, comme tu disais, c'est difficile de surcharger avec un élastique. Puis souvent, en entraînement, on a cette confusion-là entre l'effort perçu, le sentiment « hey, je sens que ça brûle plus » versus vraiment un effort musculaire qui est contrôlé dans le temps, qui est possible en concentrique et en excentrique. Donc souvent, ce que les gens vont dire, c'est « hey, je le sens vraiment bien ». Ouais, mais tu pourrais avoir une charge très, très, très légère et le sentir super bien. S'il faut revenir, tu disais de revenir aux bases, mais à quoi ça servait au début, les bully bands? Puis à quoi ça sert encore? Encore, oui, c'est vrai. Parce que puis ça, c'est un super outil pour la réadaptation. Tu sais, Simon, toi, tu travailles énormément en réadaptation, fait que tu peux nous donner plus d'exemples, mais tu sais, déjà juste pour le positionnement des genoux, c'est quelque chose qui peut être très bien utilisé, mais c'est ça, tu sais, pour les fessiers, un petit peu moins, mais en termes de réadaptation, son utilisation principale, ça, tu es d'accord avec ça, j'imagine? Dans le fond, on va privilégier certains types de contractions, comme la contraction isométrique, par exemple, parce que là, on n'aura pas de variation de longueur. Ah, là, c'est intéressant. C'est utilisé pour avoir des cues, des indices au niveau de la sensation musculaire. Par exemple, lorsqu'on fait un squat, bien, on voit beaucoup de gens avec des booty bands, mais l'intention, c'est parce qu'on veut renforcer le recrutement peut-être du moyen fessier dans le mouvement, un peu plus d'abduction de la hanche. Mais l'objectif, c'est pas de développer plus de fessiers avec ça. C'est vraiment juste de favoriser la contraction musculaire. Puis là, on appelle ça des bully bands, mais c'est utilisé aussi pour les épaules, c'est utilisé aussi pour la corde des rotateurs. C'est pas des bully bands. C'est pas juste des bully bands, mais c'est utilisé en vente, puis associé souvent à un code promo qu'on vend en ligne. Ouais. C'est ça une problématique. Mais ça fait que c'est souvent associé à des gains en masse musculaire, mais c'est pas avec ça qu'on fait. En réadaptation, l'objectif, c'est de fonctionner normalement, de retrouver un recrutement musculaire qui est normal, de diminuer les douleurs. C'est pas l'hypertrophie des muscles ou le développement d'une force incroyable. Fait que ce qui est important de mentionner puis de résumer, c'est que l'outil en tant que tel n'est pas une problématique, c'est le marketing qui entoure cet outil-là qui est problématique parce que est-ce qu'on dit ah, l'élastique ne devrait pas exister? Loin de là. C'est super utile pour plein de choses, juste pas pourquoi c'est marketé en temps normal. Exactement. C'est les booty bands en tant que tel. Puis là, c'est ça. C'est comme prendre un type d'élastique en particulier, c'est booty bands. Parce que c'est pas des booty bands, c'est des bandes de résistance qui sont utilisées pour plein de choses autres que prendre la masse musculaire au niveau des Exactement. fesses. Ouais. C'est juste qu'il y a une opportunité marketing autour de ça. Ça a du sens. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Puis parlant d'opportunités marketing, ça me fait tout de suite penser à les ceintures de sudation. Ouais. Ça, puis je vais essayer de collecter mes pensées, mais ça, en gros, c'est dans le fond une ceinture dans laquelle tu t'installes, évidemment, donc ça te serre toi bien comme il faut, puis ça te permet de suer plus, comme ça, tu perds plus de gras. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, il faut dissocier thermorégulation et dépense en énergie. Parce que souvent, on pense que quand on dépense de l'énergie, là, on s'entraîne, bien, on a chaud. Puis là, on pense que si on va avoir plus chaud, bien là, on va dépenser plus d'énergie. Pas nécessairement. C'est la même chose un peu, dans le fond, ce qui arrive quand on prend une ceinture de sudation, c'est qu'on restreint l'environnement. C'est comme si, admettons, on disait qu'on isolait plus la chaleur.
Fait qu'au lieu, normalement, par la transpiration, on libère de la chaleur pour que notre corps reste à une température qui est normale. Fait qu'en ayant une ceinture de sudation, on va avoir tendance à suer plus parce que en réalité, on fait en sorte que notre corps n'est pas capable de libérer autant de chaleur alors qu'il fournit un effort. Fait que c'est juste la sudation, la quantité d'eau qui est excrétée, qui augmente et non l'effort. Et sinon, pourquoi est-ce que c'est aussi utilisé? C'est que les gens, ils sentent un certain gainage avec ça. Puis ils sont comme, ah, mais je vais, à cause de cette pression-là au niveau abdominal, ils sont comme, oh mon Dieu, je vais dépenser plus de gras qui est local. Et ça aussi, c'est marketé à tort parce qu'encore une fois, la sudation et la dépense en énergie, c'est deux choses différentes. Puis là, j'entends déjà les gens me dire, oui, mais quand je fais ça, je suis vraiment moins lourd après mon entraînement. Ou quand je vais, mettons, faire du cardio avec un hoodie ou je m'en vais au sauna, par exemple, ben, je pèse vraiment moins après. Fait que ça doit m'aider au niveau de la perte de gras. T'sais, moi, je cote, je m'en vais au sauna. J'entends ça souvent. Mais tu sais, aussi, il faut penser que c'est ce que les stratégies que les boxeurs utilisent pour couper du poids, c'est les saunas, puis c'est juste te vider de ton eau. Ce qui est important avec ça, c'est savoir que tu te vides de ton eau. Tu ne perds pas du gras, tu te vides de ton eau. Mais ton corps, comment il fonctionne, c'est qu'il veut avoir un certain pourcentage d'eau. Il veut avoir de l'eau pour fonctionner. Parce qu'à quoi ça sert l'eau pertinemment dans ton corps? C'est le liquide lymphatique, le sang, je veux dire, tu en as besoin, right? Ça, ben, oui, tu n'as pas le choix. Oui. fait que l'idée, en général, c'est que oui, tu as vidé ton corps de ton eau, mais dès que tu vas sortir de là, ben, de un, tu vas avoir les signaux de la soif parce que tu vas être assoiffé. Fait que dans la prochaine heure, tu vas boire. Puis qu'est-ce qui va arriver? Quand tu vas boire, ton corps va être genre, pas con, pas cave, je vais le garder. Fait que le poids que tu as perdu, mettons que tu perds 5 livres après un sauna, ben, tu prends de l'eau après 1 heure, tu pèses la même affaire parce que tu n'as pas perdu du gras. Tu as perdu du poids, oui, mais c'est du poids en eau. Ouais. Puis concrètement, ça, le poids en eau, tu as peut-être l'air plus sec quand tu sors de là, mais c'est juste parce que tu n'as pas d'eau, pas parce que tu perds du gras. Tu as été victime de déshydratation, tout simplement. Puis le total body water, fait que la quantité d'eau que tu as dans tout ton corps va toujours vouloir revenir à la normale d'une certaine manière. Parce que l'hydratation, toutes les réactions de notre corps se passent à travers de l'eau, quasiment. Là, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on est à 75% fait d'eau. Fait que oui, on a une perception sur la balance. On a un changement dans notre composition corporelle, mais il faut savoir, encore une fois, que le poids sur la balance n'indique pas les changements dans la composition corporelle. Alors, tu peux vivre beaucoup de frustration si tu as utilisé la sudation comme technique et que finalement, une journée après, le lendemain, tu as repris ton poids, mais sache que c'est pas ça l'intention. Ouais, puis si on pousse ça au maximum, tu sais, on pense moi, je parlais du cardio avec un hoodie, par exemple. Ça peut aussi augmenter la sensation d'effort que tu donnes. Ce qui va faire en sorte que tu vas juste le faire moins longtemps. Fait que tu aurais pu brûler plus de calories si tu étais dans du linge adéquat et ton corps n'avait pas surchauffé. Parce que veux pas, c'est aussi une question de quantité d'effort que tu donnes, quantité d'efforts déployés sur un exercice. Fait que si, par exemple, tu as un hoodie, tu sues plus, mais tu peux juste faire 20 minutes, tandis que tu es en camisole, puis tu peux en faire 45 parce que tu te sens bien, puis parce que tu t'hydrates en même temps, concrètement, ça va être meilleur pour toi que juste suer plus, avoir perdu 7 livres pendant ton entraînement parce que tu as fait une cote de boxeur, puis après tout reprendre quand tu bois de l'eau, tu sais. C'est ça, la perception d'effort n'est pas la même. La perception de l'inconfort aussi ne va pas être la même. Puis là, je fais un petit pont avec le yoga chaud, très, très, très rapidement. C'est un peu aussi pour ça que le phénomène du yoga chaud est apparu. On s'est un peu éloigné des principes de yoga, vraiment on va dire, plus de base, pour vraiment rendre ça comme une activité qui est intense, qui est perçue comme étant un gros effort. Puis je ne veux pas dire que le yoga, c'est pas difficile en passant. C'est très, très, très difficile, surtout quand tu n'es pas habitué. Mais en l'ayant incorporé dans un milieu qui est chaud, on a l'impression de donner plus d'efforts, on a l'impression qu'on dépense plus de calories parce que c'est rendu du yoga chaud, alors que non, pas vraiment. Puis dans le contexte où on parle de yoga chaud aussi, il y a le fait que vu que c'est chaud, évidemment tes muscles ils ont plus chaud. Fait que tu vas au-delà les capacités de ton muscle parce que ton muscle est réchauffé. Mais ça, bref. Ça, c'est un petit aparté, là. C'était un podcast sur le yoga chaud aujourd'hui. Oui. Mais non, fait que oui, bref, on ferme la parenthèse, puis on va directement au 4e point. OK? Puis ça, moi, je l'aime, ce point-là. Drôle. Ça, je l'aime. En fait, c'est que moi, j'ai tellement cru à ce point-là, puis c'est la confusion musculaire. Parce que Arnold, il était gros, là, puis il me disait qu'il fallait que je choque mon muscle. Fait que moi, dans ma tête, puis pour vrai, j'y croyais vraiment que je devais choquer mon muscle. Donc là, j'avais vu la vidéo d'Arnold où il parlait comment il était devenu aussi gros. Puis là, il était comme moi, je fais 50 reps. Après, je prends 5 secondes de repos, je fais un autre 50 reps. Puis là, après, je baisse le poids, je fais un autre 50 reps. Puis comment ton muscle il va faire pour être prêt à ça?
Non, moi, je choque mon muscle, puis c'est comme ça que je suis devenu gros. Pas du tout, man! Puis j'y ai cru longtemps, puis c'est l'idée que... Puis ça vient aussi de l'idée que pourquoi les gens veulent toujours changer de programme, parce que c'est important de changer ton programme, parce que ton muscle, il s'habitue à ce que tu fais. Non! Non, je trouve ça tout le temps hilarant, puis j'ai toujours l'image, moi, de genre, j'imagine que le muscle c'est une personne, puis là tu fais un exercice, puis là il est choqué, il est surpris, il est comme « Oh wow, là aujourd'hui je suis pas dans le même angle. » Il est comme, ben voyons donc, il me fait ça aujourd'hui. Voyons donc, il me fait 20 reps de plus. Wow, comme, mettons, il y a le leg press, là, puis là tout d'un coup, oh mon dieu, on va checker le muscle, on va faire un bench press à la place. Ah, c'est ça, ouais, ça c'est comme ça que j'ai vu ça aussi. c'est là, comme sur ça les que les réseaux, gens ouais. ils choquent les muscles. Mais tu sais, reste que le muscle s'habitue à un effort constant pareil. En fait, c'est juste ça. Exactement. Donc, oui, en effet, si tu fais littéralement toujours la même chose avec le même degré d'effort, la même charge, tout le kit, le même tempo, en effet, ton muscle va s'habituer parce que tu lui donnes toujours le même effort. Fait qu'à un moment donné, il était comme, ben, j'ai pas besoin de m'adapter plus, donc j'ai pas besoin de grossir plus. Cependant, comme on parlait de la surcharge progressive tantôt, si tu donnes à ton muscle un petit peu plus de stimuli, c'est-à-dire plus lourd ou un tempo différent ou juste plus de répétitions, ben là, il va se dire, crime, il outrepasse ma capacité actuelle, donc je dois m'adapter et grossir. Fait que c'est ça un petit peu le principe de choquer le muscle. Est-ce que c'est factuellement faux, choquer le muscle, Oui. mais je veux dire, est-ce que c'est vrai un petit peu? Oui, parce que c'est vrai que tu dois toujours donner plus à ton muscle, mais c'est pas le surprendre en lui disant « Haha, cette fois-ci, je mets 37 répétitions de plus ». Pas nécessairement, c'est juste d'être en mesure de toujours augmenter ta capacité. Comme ça, lui, il a une raison de grossir. T'sais. C'est ça, c'est un principe d'adaptation, dans le fond, tout simplement. Fait qu'une fois qu'on met un stimuli, puis là, on a besoin de s'adapter, bien, si tu lui donnes, ton muscle va s'adapter, ton corps va s'adapter, bien, si tu n'augmentes pas le stimuli ou ne changes pas le stimuli, bien là, ça se peut qu'il n'y ait pas besoin de s'adapter parce que c'est la même chose, tout simplement. Et là, tantôt, on disait que est-ce qu'on a besoin de changer les exercices tout le temps? Pas nécessairement. Par contre, quand on est plus avancé en entraînement, puis normalement, c'est le rôle du coach ou du kinésiologue de faire ça, on se rend compte qu'on peut quand même changer les courbes de force. Comment est-ce que ton muscle, comment est-ce que la charge est répartie selon l'amplitude de ton muscle avec différents outils comme des haltères, comme les machines versus les câbles. C'est tous des choses qui peuvent faire changer le stimuli, mais c'est certainement pas parce que là, il était surpris d'avoir été attaqué avec 37 livres de plus. Là. Ouais, puis tu sais, moi, souvent, ce que je dis aussi, c'est tu peux changer ton programme. Parce que là, quand je dis ça, les gens sont comme OK, mais je vais toujours garder le même. Non, tu peux le changer si, mettons, tu es tanné. Puis les gens se tannent rapidement des exercices, puis c'est totalement normal. Quand tu fais 3 fois, tu fais le même programme 2 fois par semaine, à un moment donné, c'est comme ça devient redondant. Ouais, ça, c'est super correct. Fait que tu peux changer tes exercices. Puis aussi, si ton programme n'est pas équilibré, exemple, tu fais une phase en bodybuilding, puis tu remarques que, écoute, tu n'as pas de deltoïde postérieur parce que là, tu es plus sur une phase de deltoïde antérieur. Mettons, c'est un exemple, ben il va falloir à un moment donné que tu changes ton programme pour être en mesure d'avoir des deltoïdes postérieurs. Tu ne peux pas t'entraîner toute ta vie en oubliant un muscle. Fait. Si ton programme est équilibré et que tu l'aimes, garde-le. Mais si tu te tannes et qu'il n'est pas équilibré, ben, tu peux le changer. C'est pas le démon de le changer. C'est juste, mettons que tu vas à la salle à chaque jour puis tu te dis « Ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Puis tu choisis. Ben là, il y a moins de chances que tu aies des résultats tout simplement parce que tu n'es jamais assez constant avec un exercice. Tes charges, probablement que si tu fais ça, tu ne les notes pas non plus. Parce que sinon, c'est le bordel dans tes notes de téléphone. Mais ultimement, tu es toujours en train de changer d'exercice, toujours en train de changer de charge. Est-ce que c'est optimal? Pas vraiment. Oui. Puis aussi le concept de pratique aussi, fait que d'améliorer la technique, c'est une forme de progression, ça va te permettre de mettre plus lourd dans le futur. Fait que si tu es tout le temps en train de changer d'exercice, bien là, ça devient compliqué de progresser. Aussi, la nouveauté, c'est toujours le fun aussi pour un brin de motivation. Moi, c'est surtout un gros point. La nouveauté, c'est le fun, tu sais, puis même moi qui viens de commencer, en fait, même toi aussi maintenant, avoir un coach pour l'entraînement, ben hop, hey, c'est le fun, on a de la nouveauté, c'est stimulant, on a envie d'aller plus lourd, puis on veut se challenger avec ça. Fait que la nouveauté, c'est quelque chose qu'on peut utiliser si vous avez des difficultés avec la motivation, parce que sinon, ça devient redondant, puis ça devient un peu plus, entre guillemets, ennuyant. Fait que ça, c'est un point qu'on utilise souvent, la nouveauté. Sinon, au niveau des exercices puis de la programmation, souvent, quand on a certains splits d'entraînement, certaines manières de programmer les journées, bien là, on n'a pas le choix un peu de changer, par exemple, si on a moins de volume dans certains groupes musculaires ou on décide de faire, mettons, 3 journées de haut du corps puis 1 journée le bas du corps, bien là, peut-être que dans 3-4 mois, bien là, ça va être égal, 2 journées haut du corps, 2 journées bas du corps, exactement. Bref, pour vraiment avoir juste un recrutement équilibré, si on veut, de toutes nos fibres musculaires, de tous nos muscles avec le même niveau d'entraînement, puis aussi si on a des retards musculaires.
Fait que ça fait le tour des 4 tendances d'entraînement là, qu'on voulait aborder. Et dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter, dans le fond, qu'est-ce que ça apporte, d'où ça vient aussi un peu l'histoire et ce que ça n'apporte pas aussi de manière très concrète. La semaine prochaine, un sujet full intéressant. On remarque qu'il y a vraiment beaucoup d'essor quand on parle de ça en général sur les réseaux. C'est vraiment impressionnant. Mais bref, on va parler de la créatine. Fait qu'on va aller de fond en comble sur c'est quoi la molécule, c'est quoi les croyances qui sont associées avec ça. Et dans le fond, le but, c'est que vous soyez plus éclairé. Peut-être que vous aurez moins peur de cette molécule-là qui est tout à fait naturelle et produite par notre corps. Donc, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées, vous avez aimé le contenu du podcast, n'hésitez pas à le partager. Sinon, vous pouvez nous écrire directement à coachd.knvl sur Instagram ou moi-même coachsim.knvl.